Bienvenue. Alors aujourd'hui, on a mis la main sur des documents assez fascinants et plutôt inattendus. Ah oui, on peut le dire. On a sous les yeux, en fait, tout le scénario d'une formation en réalité virtuelle. Mhm. Et le sujet, à première vue, il peut sembler, très technique. L'entretien des textiles, Mhm. dans un pressing. Mais en creusant un peu, c'est absolument incroyable. Mais c'est surtout une plongée dans ce qui pourrait bien être le futur de l'apprentissage des métiers manuels. Ce n'est pas juste un plan de cours, quoi. C'est une véritable expérience narrative, interactive. C'est ça qui est étonnant. Le projet s'appelle le défi d'un pressing d'experts. Il est fait pour des élèves de lycée professionnels. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça, de comprendre comment la VR, ces technologies, est utilisée pour enseigner un savoir-faire très, très concret. Très manuel. Exactement. Comment on passe d'un atelier classique, un peu poussiéreux peut-être, à un laboratoire virtuel où on peut tout simuler? Et c'est une question qui est centrale, parce que la formation professionnelle, elle est en pleine mutation. Ah oui, Ce qu'on a là, c'est un cas d'école. Il combine trois approches. D'abord, l'immersion, on est transporté. Ensuite, la ludification, ce qu'on appelle la gamification. On transforme l'apprentissage en jeu. pour que ce soit plus motivant. C'est ça. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, c'est l'apprentissage par l'erreur. Mais dans un environnement où il n'y a aucun risque. On peut virtuellement ruiner une robe de luxe à 2000 euros, Ah oui, sans conséquence. sans que ça coûte un centime. Et la leçon, elle est mémorable. Et c'est le rêve de tout apprenti, ça. Un droit à l'erreur sans tout casser. Exactement. Donc pour explorer ça, l'idée c'est de suivre le parcours de l'élève de A à Z, de son arrivée dans la simulation jusqu'à la fin à l'évaluation. C'est ça. Et il faut garder en tête la philosophie du projet, qui est bien résumée dans les visuels par trois mots: capturer, créer et former. D'accord. On capture d'abord le savoir-faire des experts, leurs gestes en vidéo à 360 degrés. Ensuite, à partir de ça, on crée des modules interactifs. Et enfin, on forme les nouvelles recrues en les plongeant dedans. C'est ce cycle qu'on va analyser. Très clair. Alors allons-y. Le début est pour le moins déroutant. Je m'attendais à voir un pressing, un comptoir, des machines, La logique, oui. mais pas du tout. Le document nous décrit une intro dans le cockpit d'un vaisseau spatial. Mhm. L'élève est accueilli par un petit robot, une IA, qui s'appelle Nova. Ma première question, c'est pourquoi commencer par de la science-fiction pour apprendre à détacher une chemise? Ça risque pas de perdre l'apprenant. C'est une excellente question. On pourrait croire que c'est un peu un gadget, mais en fait c'est une décision pédagogique très réfléchie. Ah oui, En commençant comme ça, on sort immédiatement l'élève de son contexte de cours. Ce n'est plus un élève en classe, c'est un agent en mission. et quelle mission? Nova lui dit, je cite, «Nous avons intercepté un message de détresse de la base Pressing Alphalo, une série d'articles haut de gamme et menacés.» Le ton est donné, quoi. Mais ça change tout. L'enjeu, ce n'est plus je dois apprendre pour avoir une bonne note. L'enjeu, c'est je dois réussir pour sauver ces textiles. On crée un enjeu émotionnel. Voilà, c'est du storytelling. On crée un récit. L'élève devient le héros de sa propre formation. Et cette motivation, qu'on appelle intrinsèque, le désir de relever un défi, c'est un moteur bien plus puissant que l'obligation. On pirate un peu le cerveau en quelque sorte pour le rendre plus réceptif. Je vois. On transforme la corvée en aventure. Et cette aventure, elle amène l'élève au cœur du sujet et se devenir un pro du détachage. Exactement. Donc, après ce décollage un peu spatial, il atterrit enfin, l'environnement change, et là, ça devient une salle de cours virtuelle. Plus classique, avec des portants, des vêtements et une robe de soirée rose qui a l'air importante. Et Nova pose la première vraie question. Par quoi commencer? C'est le premier carrefour, le premier test de logique métier. Et les options qu'on lui propose sont très révélatrices. En gros, c'est est-ce que tu agis tout de suite en nettoyant ou en détachant, ou est-ce que tu prends d'abord le temps d'analyser? Hmm. Mon premier réflexe, surtout avec l'urgence de la mission, ce serait de me jeter sur la tâche pour l'enlever au plus vite. J'imagine que c'est une erreur classique. C'est précisément le piège. Et c'est là que la magie du système opère. Si l'élève choisit l'action immédiate, Oui, il n'y a pas un simple bip mauvaise réponse qui s'affiche à l'écran. C'est bien plus malin. Le module le redirige vers une petite vidéo qui lui montre les conséquences catastrophiques de son choix. ah, il voit les dégâts en direct. Exactement. Il voit ce qui se passe dans la vraie vie quand on met un produit sur un tissu qu'on n'a pas identifié ou qu'on fixe une tâche en la passant à l'eau chaude. D'accord.
Il voit la couleur qui dégorge, le tissu qui se déforme, la tache qui s'incruste. L'erreur n'est plus un concept abstrait, elle devient une image, une conséquence visible, mémorable. Et c'est seulement après avoir vu son échec qu'il est ramené au début. Et cette fois, il sait qu'il doit choisir la troisième option, l'identification. Ça me rappelle toutes les fois où j'ai ruminé un pull sans regarder l'étiquette. Une simulation comme ça m'aurait bien servi. C'est exactement ça. C'est un apprentissage par la conséquence, mais sans le coup. Et quand l'élève fait le bon choix, là, le système le récompense. Le document parle d'un gain d'étoiles. Ah, le côté jeu qui rien. Voilà, ce renforcement positif, ça ancre la bonne méthode. Dans ce métier, la compétence clé, c'est observer, analyser, réfléchir, et seulement après, agir. C'est fascinant cette idée de forcer la réflexion avant l'action. Et j'imagine que cette logique, elle continue une fois qu'il a fait le bon choix et qu'il passe au fameux laboratoire. Absolument, c'est le fil rouge de toute l'expérience. Une fois que la bonne approche est validée, on passe aux travaux pratiques virtuels. Et la toute première étape, avant même de toucher un vêtement, c'est la sécurité. Logique. Le module ne le laisse pas avancer tant qu'il n'a pas trouvé et mis sur son avatar les équipements de protection individuelle. La blouse, les lunettes, les gants. On grave les automatismes dans le marbre en fait. La sécurité, c'est pas une option, c'est le point de départ. C'est une façon de ritualiser les bonnes pratiques. Une fois qu'il est équipé, il entre dans le deuxième labo, l'identification du textile. On lui montre une veste en jean, 100% coton. D'accord? Première question facile, pour les bases, de quelle famille fait partie le coton? Mais ça devient vite plus complexe, plus réaliste. On lui demande comment on fait s'il n'y a pas d'étiquette? Ah, la situation que tout le monde redoute. Quelle est la solution proposée? Le test de combustion. Et c'est là qu'on touche à un autre avantage majeur de la VR. C'est-à-dire? On demande à l'élève de simuler le prélèvement d'un fil sur le vêtement et de le brûler. Pardon. On lui apprend à jouer avec le feu, virtuellement? Précisément. Et c'est génial parce que c'est une manipulation qui peut être dangereuse, qui demande du matériel, et qu'on ne peut pas répéter à l'infini en classe avec 30 élèves. Non, c'est sûr. Là, il peut observer en grand plan et en toute sécurité comment les fibres réagissent. Les visuels sont très clairs, le coton s'enflamme vite, ça sent le papier brûlé, la laine, ça se consume lentement, ça sent la corne brûlée. L'odeur de cheveux grillés, oui. C'est ça, et ça laisse une cendre noire. Le polyester, lui, il fond, il fait une petite boule noire très dure. L'élève peut faire le test autant de fois qu'il veut, jusqu'à mémoriser ses signatures. Quand on y pense, le coût et la complexité de fournir des échantillons de chaque tissu à une classe entière pour qu'il les brûle, ce serait un cauchemar logistique et sécuritaire. Absolument. La VR, là, elle rend pas seulement la formation plus sûre, elle la rend plus riche et sûrement plus économique au final. Elle rend possible ce qui était difficilement réalisable. Une fois le textile identifié, on passe au labo d'après, l'identification de la tache. On revient à la veste en jean, qui a une tache de café. Mhm. Et là, le module transforme l'élève en une sorte de détective. Il apprend à lire la tâche. Le document donne les indices fournis dans la simu, c'est très précis. Pour le café, on lui dit « grande auréole de couleur brun clair à foncé avec des contours parfois irréguliers ». On leur apprend à devenir des experts en scène de crime sur textile. Chaque tâche a sa signature. C'est exactement ça. On systématise un processus d'observation qui, chez un pro expérimenté, est souvent devenu Motive. intuitif. On décompose l'expertise pour la rendre transmissible. D'accord. Après ce travail d'enquête, l'étape logique, c'est de choisir l'arme pulcaire, le produit détachant. L'élève se retrouve face à une étagère virtuelle avec toute une gamme de produits, Purasol, Quickol, Francosol. Et il doit choisir le bon. Le bon, pour la bonne tâche, sur le bon support. Et j'imagine que s'il se trompe, il a droit à une autre de ces fameuses vidéos de catastrophe. On peut supposer que la logique reste la même, le but est toujours de connecter chaque choix à sa conséquence directe. Et enfin, après tout ce parcours d'analyse, vient la dernière étape, la pratique. L'action. L'action, l'élève se place devant la cabine de détachage virtuelle et il doit appliquer le produit en suivant les bons gestes qui lui sont montrés dans des tutoriels vidéo intégrés. C'est l'aboutissement de tout son raisonnement. Ce cycle complet sécurité, analyse du tissu, analyse de la tâche, choix du produit, application, il est ensuite répété sur d'autres cas. Les documents montrent une tache d'encre, du fond de teint, du sang. Oui, On couvre un large éventail de situations réelles.
Et l'élève n'est jamais vraiment seul face à ces défis. Un détail important du document, c'est la présence d'une tablote virtuelle. À tout moment, il peut l'utiliser pour interroger une IA conversationnelle. Une sorte de super professeur disponible à la demande? C'est un peu ça. S'il est bloqué, il peut poser une question et obtenir une aide personnalisée. Ça permet à chacun d'avancer à son rythme. Ce qui nous amène à une question importante. Mhm. Comment on évalue une performance dans un environnement comme ça? Il y a un examen à la fin, un score à atteindre? En fait, l'évaluation, elle est partout, tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. D'accord. Chaque étoile gagnée après un bon choix, c'est une micro-évaluation positive. Chaque erreur qui mène à une vidéo corrective, c'est aussi une forme d'évaluation qui permet un réajustement immédiat. Je vois. À la fin de la mission, l'avatar Nova le ramène dans le cockpit et là, un écran de score apparaît avec le nombre d'étoiles, les scènes découvertes. C'est le côté jeu qui donne un retour chiffré. D'accord. Il y a ce suivi constant. Mais il y a une synthèse finale pour vérifier qu'il a tout compris. Oui, et elle est très bien pensée. Le document décrit une évaluation qu'on appelle sommative, où on présente à l'élève les 6 étapes clés du détachage, mais dans le désordre. Ah, et il doit les remettre dans l'ordre? Voilà. Sa tâche, c'est de les glisser-déposer dans le bon ordre logique. Ce n'est plus un test de connaissance sur un point précis, mais un test de compréhension de la méthode globale. On vérifie pas s'il a retenu des faits, mais s'il a intégré la structure du raisonnement professionnel. C'est la validation de la maîtrise du processus. Exactement. Quand on prend du recul sur tout ça, c'est incroyablement complet. La théorie et la pratique sont plus deux mondes séparés, mais fusionnés dans une seule expérience. C'est quand même plus marquant qu'un cours le lundi et des travaux pratiques le jeudi, quoi. L'impact sur la mémorisation, ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel, il est sans commune mesure. On ne retient pas seulement ce qu'on nous a dit, on retient ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a commises et les succès qu'on a remportés. Et au milieu de toute cette technologie, il y a un détail que j'adore dans les visuels. Lequel? Le projet est pour le lycée professionnel L'Eau, et leur mascotte, c'est un perroquet. On le voit sur plusieurs images, et il y en a même une où le perroquet porte un mini-casque de réalité virtuelle. C'est un détail formidable. Ça montre qu'on n'est pas dans un projet technologique froid, déshumanisé. Ce clin d'œil rappelle qu'il y a une vraie école, de vrais profs et de vrais élèves derrière tout ça. Ça rend la technologie plus sympathique. Complètement. Si on devait synthétiser les points forts de cette approche, je retiendrais d'abord l'utilisation de la narration et du jeu pour créer un engagement immédiat. Oui, Ensuite, la possibilité de simuler en toute sécurité des gestes complexes, voire un peu dangereux. Et enfin, ce principe de l'apprentissage par la conséquence, où chaque erreur est une leçon. Ce n'est vraiment pas un gadget. non, c'est un outil pédagogique puissant. Et sa signification, elle va au-delà du métier du pressing. Ce qu'on voit ici, c'est comment la VR peut transmettre non seulement des connaissances, mais surtout un savoir-faire, une méthode, une rigueur professionnelle. On n'apprend pas juste quoi faire, on apprend pourquoi et comment le faire dans le bon ordre. D'accord. On digitalise une forme d'expertise qui, traditionnellement, se transmettait sur le tas, par compagnonnage, avec tous les risques et les approximations que ça implique. On capture l'ADN du raisonnement d'un expert pour le transmettre au plus grand nombre. C'est exactement l'idée. On peut potentiellement offrir une formation d'excellence, standardisée et sûre, à une échelle beaucoup plus large. C'est une perspective immense pour beaucoup de métiers manuels et techniques. Ça ouvre des portes assez vertigineuses pour l'avenir. Et c'est la pensée que ça me laisse, en fait. Si aujourd'hui on peut apprendre à maîtriser les subtilités du détachage de luxe dans un monde virtuel, avec ce niveau de détail, où est la limite? Est-ce que demain on apprendra la microchirurgie, la restauration d'une œuvre d'art ou la mécanique de précision de la même manière, en rendant l'expertise des meilleurs artisans du monde accessible et reproductible à l'infini pour la nouvelle génération?